Comme chaque voix, chaque visage possède ses contours individuels. C'est pourquoi Brown a conçu le Flex Intégral. Sa tête pivotante unique en son genre s'adapte à chaque contour du visage. Et son système de coupe multiple permet de raser les poils plus longs et les poils courts en un seul passage. Brown Flex Intégral. Avec garantie satisfait ou remboursé. Non, laisse tomber, Excuse-moi mon pote, t'en aurais pas... Excuse-moi, t'aurais pas... D'accord. Mademoiselle, oui, vous pourriez pas m'en allumer? Oui. Ah non. Entrance to the Velvet's Paradise. Come on, baby, to the Velvet. Duplo, pour les petits enfants créatifs. Un jouet Lego. Éviter l'incendie, surveiller les bougies, les établissements cantonaux d'assurance. Avant-première, le magazine du cinéma. Jacques, où te caches-tu donc? À propos de liberté, tu avais raison. Le libre choix est important. Comme tu le vois, je suis à Tahiti. Aucun appareil, aucun film ne vous laissait jusqu'ici le choix entre 3 formats, image après image, pour de brillantes photos comme celle-ci, grâce à une technologie d'avant-garde, comme celle-ci. Et maintenant, Jacques, tu te demandes peut-être qui me prend en photo? Un tout nouveau système photo, Advantix de Kodak, naturellement. Développons le sport. Bonsoir à tous, une émission un peu spéciale ce soir avec du ski de fond, du hockey, de l'athlétisme, du basket et puis le supercross. La finale en direct aux alentours de 23h15 dans cette émission avec Bernard Jonzier. Alors Bernard, vous êtes sur place à Palexpo. C'est une course qui s'annonce absolument palpitante.
Effectivement, nous allons nous retrouver en direct à Palexpo d'ici une trentaine de minutes. Il règne ici une ambiance absolument extraordinaire, une ambiance électrique devrais-je dire, car le suspense demeure total pour l'obtention du titre mondial de Supercross, puisqu'avant cette finale dont le départ est fixé à 23h15, eh bien, 3 pilotes peuvent encore espérer décrocher la consécration suprême au terme d'une saison vraiment passionnante qui va donc s'achever en apothéose ici dans le chaudron de Palexpo. Vous l'entendez peut-être. Alors, à tout à l'heure, j'espère, pour un spectacle qui s'annonce vraiment passionnant. Oui, à tout à l'heure, Bernard. On espère que vous aurez encore toute votre voix. On va passer au hockey sur glace avec Fribourg-Gotteron face à Zurich. Gotteron qui doit se rendre demain à Davos. Les Fribourgeois ont donc obtenu de pouvoir jouer le match ce soir en fin d'après-midi. Gotteron qui joue exceptionnellement avec le défenseur Antoine Desclous à l'aile droite. Jean-François Rosset. J'ai immense plaisir à jouer devant, c'est clair. Vu un petit peu mon tempérament, là je peux m'éclater devant, mais c'est un job comme un autre dans l'équipe. Je pense qu'il faut le faire à fond. La place qu'on nous donne, il faut la prendre. Pourquoi l'entraîneur vous fait-il jouer devant? Il vous l'a dit? Oui, bon, on avait quelques problèmes. C'est clair, dans notre ligne, elle ne tournait pas, autant offensivement que défensivement. Donc peut-être qu'avec mon expérience en tant que défenseur, jouer devant, ça peut un petit peu assurer défensivement parce que je reviens assez souvent. Et puis devant, j'ai quelques qualités qui sont suffisantes. Antoine Desclous devait effectivement apporter un peu de soutien défensif à Rotaris et Schneider, chargé de contrôler la ligne de Patrick Lebeau. Une ligne qui est sur la glace à la 9e minute de jeu. Lorsque le CP Zurich ouvre la marque, c'est Kaut, le défenseur, qui marque le 1-0 après une longue période d'observation. Les 9 premières minutes suffisent pour constater que Fribourg-Gotteron a le coup de patin lourd aujourd'hui. Le match de mercredi contre Zug a probablement laissé des traces. 34 secondes après l'ouverture du score. Rupture des Zurichois et c'est Janin qui marque le numéro 2. Comme pour Kaut tout à l'heure, c'est le premier but de la saison pour l'ex-chaudefonnier. C'est bien sûr la douche froide à Fribourg-Gotteron qui n'arrive pas à entrer dans ce match. Fribourg-Gotteron passe d'ailleurs tout près d'une nouvelle déconvenue 1 minute plus tard lorsque Zeiter, complètement seul, échoue devant Östlund. On en reste à 2-0 à la fin du premier tiers. La seconde reprise aurait pu débuter idéalement pour Fribourg-Gotteron. On joue depuis quelques secondes seulement. Bikov derrière lui pour Brazet. On aperçoit Komutov complètement seul. Il trouve le poteau gauche de Stecher. C'est, disons-le, la première réelle occasion de but de la partie pour les Fribourgeois. Mais Komutov a montré l'exemple. 3 minutes plus tard, 24e minute, Egli se trouve lui aussi idéalement placé. Mais la rondelle, on va le voir, va passer à quelques centimètres seulement de la gauche de Stecher. Pas de réussite. Fribourg va être récompensé à la 30e minute. Bobillier Marquis qui aperçoit Braun qui récupère la ligne bleue et son tir semble anodin, mais il trompe Stecher. 2-1. Belle accélération de Braun qui met son défenseur dans le vent. Fribourg-Gotteron joue mieux, plus rapidement surtout, mais Zurich reste aux aguets, prêt à profiter d'une opportunité. Encore une fois, c'est le 4e bloc qui sème la zizanie. Janin manque de réaction ici devant Östlund, c'était chaud. 35e minute, attention, ça va vite. Rupture de Meyer sur la droite. Meyer qui va apercevoir Opliger à gauche et apprécier la parade de Stecher. On est toujours à la 35e minute. Les deux équipes sont à 4 contre 4. Brazet et Lebeau sont sur le banc. Salis, le défenseur zurichois, fait un cadeau à Bobillier. Bobillier tire, déviation de Rotaris, c'est 2-2. Une déviation habile et astucieuse devant Stecher, c'est superbe. C'est le but de l'égalisation, 2-2. C'est le résultat d'ailleurs après 40 minutes de jeu. Comme vous pouvez l'imaginer, le 3e tiers a été très disputé. Zurich a connu un bon moment entre la 41e et la 45e minute. Une forte pression que les Alémaniques n'ont pas su concrétiser. Östlund notamment s'est montré intraitable face notamment à Micheli, très remuant. Micheli, c'est son numéro 8, et Ivankovic, le numéro 44. Mais Fribourg a haussé encore son volume de jeu dans cette ultime reprise. 49e minute, Fribourg a laissé passer l'orage. Egli
va tirer de la ligne bleue. Stecher relâche Salerella pour placer la rondelle dans les filets. C'est 3-2 pour Fribourg-Gotteron. Cette fois-ci, Gotteron tient bien son os. « 53e minute, Meyer s'envole, poursuivi par Nordmark. Encore une occasion. Les Fribourgeois pressent sur l'accélérateur. C'est le qui tout double pour le CP Zurich à 68 secondes de la fin. Sans Stecher, mais avec un 6e joueur de champ, Zurich tente le tout pour le tout. Sans succès, on en reste à 3-2 pour Fribourg-Gotteron. Gotteron qui se rapproche de la 5e place que détient le CP Zurich. Les Fribourgeois viennent d'aligner 2 succès importants en 3 jours. Réaction à chaud de Philippe Marquis au micro de Jean-François Develay. Ils nous ont mis beaucoup de pression, ils ont joué très agressif et puis ils nous ont mis dans le doute au début du match. Mais après on a bien réagi en marquant 2 goals dans le deuxième tiers, ça nous a remis bien dans le match. Et puis on a fait, à mon avis, une très bonne fin de match où on a très bien su gérer l'avantage qu'on avait pris. En fait, c'est quand même un peu la victoire de la défense ce soir pour Fribourg. Non, c'est clair, c'était un match difficile, on a dû se battre à l'arrière, on a su concrétiser nos occasions et puis c'est vraiment une victoire qui fait du bien car elle nous éloigne de la barre. Oui, Fribourg-Gotteron qui marche décidément pas mal ces temps-ci. Cloton-La Chaux-de-Fonds, a priori une partie plutôt déséquilibrée, mais le match est resté beaucoup plus serré que prévu. Éric Vimin. Ricardo Fourer ne voit pas l'engagement et il a tort car regardez bien, on ne joue que depuis 9 secondes et c'est déjà 1-0 pour La Chaux-de-Fonds. C'est un des buts les plus rapidement marqués dans l'histoire du championnat de Suisse. Ce n'est peut-être pas le record mais doit faire partie du top 10. On revoit cette réussite, elle est signée Diner sur passe de Gaudreau. 1-0 pour La Chaux-de-Fonds, 9 secondes de jeu. La réaction des Zurichois est assez rapide, ils évoluent à 5 contre 4, deuxième minute de jeu et le powerplay va être payant. Retourne pour Chelio, un tir qui surprend Meyer et c'est l'égalisation déjà devant 3300 spectateurs seulement. Schlurweg, c'est le record négatif de la saison. Et ce premier tiers-temps va être équilibré, va être assez animé même avec quelques buts. Ici une occasion pour le Chaux-de-Fonnier qui va être repoussé et sur la contre-attaque, Cloton va aller marquer son deuxième but. Un but qui va être signé Mikkel Johansson sur un service de Roman Weger. Il reste 6 minutes à jouer dans ce premier 20 et c'est 2-1 pour Cloton. But de Johansson. Il reste moins de 60 secondes à jouer, toujours dans cette première période. Les Chaux-de-Fonnier à nouveau à l'assaut des buts du gardien Reto Pavoni. Et puis un peu de cafouillage devant les buts du gardien de Cloton pour l'égalisation. Et c'est à nouveau la paire Gaudreau-Diner qui se manifeste. Deuxième but de Diner, deuxième assist de Gaudreau. 2-2 après 20 minutes de jeu. C'est un bon résultat pour les Chaux-de-Fonnier. Dans le deuxième tiers-temps, on joue depuis 5 minutes. Les Chaux-de-Fonnier sont en supériorité numérique. Des Chaux-de-Fonnier qui vont essayer d'aller inquiéter Pavoni, bien sûr. Mais cela arrive de temps en temps dans ce genre de situation. Peu perdu. Et Berglund s'en va à 4 contre 5. Cloton reprend l'avantage pour mener 3-2. Mais hier, il n'y peut pas grand-chose, bien sûr. La réussite de Berglund. 16e minute maintenant. On va voir un engagement et un but. Mais ce but va être annulé. Pour quelle raison? Le ralenti est bien difficile à observer. La réponse n'est pas évidente, mais c'est à cause d'un but marqué par le patin. Regardez si vous le pouvez. Le renvoi du gardien, la reprise du patin. Et ce but sera très justement annulé par M. Moreno qui arbitrait cette rencontre. Mais pour Cloton, ce n'est que partie remise. 18e minute de jeu. Dans ce deuxième tiers, on retrouve Weger. Weger pour Jörg Eberle. Jörg Eberle derrière la cage de Meyer. Alex Luganet conserve le contrôle du puck derrière la cage à nouveau. Ce n'est pas très limpide, mais pour l'instant, c'est Johansson qui est en possession de la rondelle. Johansson qui a prolongé devant la cage. Et Roman Weger surgit pour le 4-2. Cette fois-ci, le but est parfaitement valable. On revoit, Meyer est pris à contre-pied 4-2 à l'issue de 2 tiers-temps. Weger, on va le retrouver après 7 minutes de jeu dans l'ultime période. Tout d'abord Chelio ici qui échoue face à Meyer, mais Chelio poursuit.
Encore Chelio. Le puck reste du côté des Zurichois. Et finalement, Weger marque le 5-2. Weger qui aura marqué ce soir 2 buts et aurait été à l'origine du troisième. Johansson et Weger que l'on voit ici, 5-2. Et en fin de rencontre, la Chaux-de-Fonds va tout de même essayer de se créer encore quelques occasions. Elle va essayer de réagir. Ici, on est toujours sur Roman Weger. Les Chaux-de-Fonniers qui repartent de leur zone maintenant. Mais un puck qui frôle les buts de Reto Pavonis sans parvenir à tromper le gardien de l'équipe de Cloton. Encore une occasion, ce sera l'ultime de cette rencontre. Finalement, on en restera à 5-2. À 5-2, Eric Aroton-Fourer n'est pas tout de même trop déçu. Ça fait maintenant 25 matchs qu'on effectue en Ligue nationale 1 et puis on voit que dans l'équipe, il y a un progrès qui se met en place. Alors ça, c'est aussi très important. De ce point de vue-là, je suis satisfait sur l'entière de la saison qui est effectuée jusqu'à maintenant, mais pas forcément avec le match joué uniquement ce soir ici à Cloton. Et la Chaux-de-Fonds aura l'occasion demain de faire des points puisque les Neuchâtelois accueilleront Ambri-Piotta. Les Tessinois ce soir, eux, accueillaient Rapperswil. Philippe Ducarreau au commentaire. Les Tessinois en blanc vont partir très fort dans cette rencontre. Deuxième minute, powerplay, passe de Quartalnov pour Peter Jax. C'est 1-0 pour les Léventins. Rapperswil va très vite se reprendre. 5e minute de jeu, déboulé d'Oliver Hoffman sur la gauche. Pauli Jax laisse bizarrement passer. C'est le 100e but encaissé par Ambri-Piotta cette saison. Les Tessinois nous voient 5 contre 4. Giannini pour Quartalnov. Chibirev est oublié devant Marco Bayer. 2-1 après 13 minutes. Les pénalités sont importantes ce soir. Nouvelle preuve en deuxième période. Powerplay tessinois mais contre-attaque saint-galloise à la 25e minute. Hoffman se balade et Rapperswil marque son deuxième but de la saison en infériorité numérique 2-2. 38e minute, renversement de situation. Roggenmoser réceptionne une passe de Thibaudot pour le 2-3. Rapperswil entrevoit son deuxième succès du championnat à l'extérieur. Mais dans le troisième tiers, Giannini, Vigano et enfin Thomas Eldner dans un angle fermé vont arracher l'égalisation à 3-3. Les 12 dernières minutes de jeu et la prolongation de 5 minutes ne donneront rien. Match nul 3-3 entre deux équipes qui avaient formidablement bien commencé le championnat, mais qui marquent aujourd'hui sérieusement le pas. Le club saint-gallois est en conflit avec la ville de Rapperswil à propos d'une éventuelle augmentation des taxes perçues sur les billets. Le président du club a même menacé de demander la relégation de son équipe en Première Ligue. Le point demain lors d'une conférence de presse. On va passer au 4e match en images de cette soirée avec Berne Lugano et Pierre Tripot au commentaire. Le CP Berne, souvent dominateur, s'est comporté en leader, ouvrant la marque à la 18e minute par Ovald, servi par Paterlini. Les coups de théâtre à 6 secondes seulement de la fin du tiers. Égalisation par Eschliman, bien seul devant Tosio. Les joueurs de Brian Lefley vont réagir vivement lors du deuxième tiers par le Finlandais Jutila et l'Italien Orlando qui donne l'avantage à Berne à la 22e minute sans être gêné par les Luganais. Pourtant habile à marquer en supériorité numérique, les statistiques le démontrent, les Luganais laissent échapper 2 occasions favorables. Et c'est au contraire Ovald, service Orlando, qui permet au CP Berne de prendre 2 longueurs d'avance. À la 36e minute, Mouter porte même la marque à 4-1. Philippe Muller n'a aucune difficulté à bien servir son coéquipier. Le CP Berne a quasiment match gagné face à un Lugano qui paraît résigné. C'est d'autant plus, et devant un public enthousiaste, que Voisard se fait l'auteur du 5-1 après seulement 62 secondes dans le dernier tiers, au terme d'une action Montandon-Rauch-Leuenberg, une action qui témoigne de manière spectaculaire de la supériorité du CP Berne, qui, soit dit en passant, a joué 9 fois contre Lugano sans connaître la défaite. Quand Lugano est sur la glace, les fans du CP Berne savent donc qu'ils peuvent faire la fête. Et ce soir, ils étaient plus de 11 000 à l'Allemagne.
Il restait encore un match, il s'agit de Zug Davos. On n'a malheureusement pas encore reçu d'image de cette rencontre. À signaler tout de même que Zug va procéder à un échange de gardiens avec Lausanne, puisque Ronny Ruger, qui n'est que remplaçant dans le club zougois, va aller jouer à Malais en échange de Mathias Laubert en international junior. C'est un échange pour l'instant sur 5 matchs. On va quand même vous donner ce résultat. Zug Davos, victoire des Grisons à l'extérieur, 5-2. C'est une victoire surprenante face au deuxième de cette Ligue nationale A. On va pouvoir récapituler maintenant les résultats de première division avec, j'espère qu'on va avoir un tableau de ces résultats de Ligue nationale A. Peut-être éventuellement. Voilà, Ambry-Rapperswil, match nul 3-3. Fribourg-Zurich, 3-2, victoire de Gotteron. Berne-Lugano, 5-1. Cloton-La Chaux-de-Fonds, 5-2. Zug Davos, alors là, il y a 2-4 sur le tableau. Je vous avais annoncé 2-5 tout à l'heure. C'est 2-5, le tableau est faux. Ce qui donne au classement, on va voir apparaître ce classement incessamment sous peu. Du moins, nous l'espérons. Non, il n'y a pas de classement. Alors, on va vous le donner certainement dans quelques instants. On va passer au résultat de... Voilà le classement de Ligue nationale A avec Berne en tête, 34 points, Davos 32, Zug également, Cloton 31, Zurich 27, Fribourg 26, 5 points d'avance et 2 matchs de moins que Lugano qui n'est que 7e, 21 points, Ambry 20, Rapperswil 16 et fermant la marche, La Chaux-de-Fonds avec 15 points. On a joué évidemment en Ligue nationale B aussi avec les résultats suivants. Tout d'abord dans le tour Espoir, Langnau-Turgovie 2-1, Lausanne-Martigny 5-2, Herisau-Grasshopper 3-1. Et là, ce n'est pas le tour Espoir, c'est le tour Top Ligue nationale B. Enfin, on va passer au classement de ce tour. Et non, on passe directement au résultat. Il n'y a pas grand-chose qui joue pour l'instant ce soir. On va peut-être passer au résultat lors du tour Espoir maintenant. Ou bien on va donner peut-être le classement tout d'abord de cette Ligue nationale B top avec Turgovie en tête et 17 points, deuxième Grasshopper 17 points également, Herisau 15, Langnau 15, Lausanne 14 et Martigny 13, les deux romans qui ferment la marche. Les résultats maintenant du tour contre la relégation, ou plutôt le tour du bas du classement, puisqu'il n'y a pas de relégation cette année en Ligue nationale B. On va tout de suite voir ces résultats. Je l'espère. Eh bien non. On les aura dans quelques instants, très certainement. Lucerne-Holten 3-4, défaite de Servette à Ajoie 5-3. Et puis Bienne qui s'impose, qui mène pour l'instant à Coire 3-2. Le match n'est pas encore fini, nous ne disposons pas encore du classement. Pour l'instant, voilà, c'est tout pour le hockey. On va passer au ski avec une descente, messieurs, qui aurait dû se courir à Whistler Mountain ce soir. Elle a été annulée puisqu'aucun entraînement n'a pu avoir lieu auparavant à cause du brouillard et de la neige. Par contre, à Weil, on a pu courir 2 courses même, avec tout d'abord une descente. Picabo Street, l'américaine, s'est blessée l'autre jour à l'entraînement. Elle sera absente toute la saison. Les Allemandes et les Autrichiennes ont donc été à la fête. Résumé d'André Page. Étude de style, la veille entre les deux grandes dominatrices de la journée, c'est-à-dire l'Autrichienne Renate Götzschel et l'Allemande Katja Seitzinger, victorieuse à Lake Louise lors de la première épreuve de vitesse de la saison et engagée dans une lutte sans merci avec sa compatriote Martina Hertel, la Suédoise Pernia Wiberg et la mouche de Schruns Anita Warter pour le titre de meilleure polyvalente du circuit. À 21 ans, Renate Götzschel possède déjà de sérieuses références dans le cirque blanc, avec 3 victoires à son actif, mais aucun succès obtenu dans la discipline reine, la descente. De 3 ans, son aîné, on ne présente plus Katja Seitzinger, fille d'industriel, Miss Coupe du Monde 95-96 et auteur d'un début de saison foudroyant, terminant au pire 5e sur 5 courses disputées. La nouvelle Anne-Marie Moser-Pröll, voilà comment les médias autrichiens baptisent Renate Götzschel, mettant un peu d'eau dans leur vin en attendant cette fameuse première victoire en descente, attente récompensée aujourd'hui à l'issue d'un parcours incroyable d'audace et de décontraction. Pas de surnom pour Katja Seitzinger malgré une technique irréprochable qui la propulse sans aucun doute au rang de skieuse la plus accomplie de sa génération, pourtant reléguée à 82 centièmes de Renate Götzschel, enfin mature. 13e et 15e en géant, 7e en super G et finalement 5e. À l'issue de la descente de Lake Louise, Heidi Zurbriggen ne fait pas la saison de trop, contrairement à certains commentaires entendus ici et là. Mais sur cette piste de Weil, force est de constater que la Haut-Valaisanne reste quelque peu en retrait, son 11e rang lui permettant tout de même de se situer toujours et encore parmi les 15 meilleurs spécialistes mondiales, dont Tact.
Quant à Catherine Borghi, en phase préparatoire en vue du combiné des mondiaux de Sestrières, elle prouve une fois de plus son courage en prenant un maximum de risques sur ce tracé où sa science de la courbe lui permet de limiter les dégâts avec élégance en terminant au 24e rang pour sa 3e incursion dans le monde de la vitesse. A signalé enfin la 3e place de l'Italienne Kostner. Les filles ont donc été mis rudement à contribution aujourd'hui, de même qu'André Page qui nous résume la deuxième course de la journée, un Super G, toujours à Veil. Et oui, les anciennes ont de l'endurance. Née à Lvov en 1971, Svetlana Gladyshiva roule sa bosse dans le circuit depuis 1988, soit une paye. Et jamais elle n'avait obtenu la moindre victoire. Et puis survient ce Super G de Veil disputé 4 heures après la descente, vous l'avez entendu. Enfin, la Russe est récompensée de ses incessants efforts. Et pour réussir ce gros coup, Gladyshiva doit mettre au pas des athlètes du calibre de Pernia Wiberg, 16e de la descente du matin, et qui, en obtenant la 2e place de ce Super G, atténue un peu son retard par rapport à Katja Seitzinger, au niveau du classement général de la Coupe du Monde, l'Allemande se glissant à la 9e place. Surprenante avec Louise grâce à une 2e place décrochée de haute lutte à l'occasion de la première descente de la saison. Carole Montillet, seulement 25e ici, le matin même, corrige admirablement le tir en montant sur la 3e marche du podium de ce Super G. Décidément, Montillet sa classe et ça ne va pas mal du tout pour l'équipe de France. Côté suisse, la bonne surprise se nomme Madeleine Briguer, plus connue sous son ancien patronyme de Sommermatter. La skieuse de Staldenried, refusant désormais toute participation à la moindre descente, se rattraper de quelle manière en Super G, terminant au 7e rang. Elle a déjà fait mieux, 5e en descente à Lake Louise l'an dernier, mais ça, c'est désormais de l'histoire ancienne. Quant à Heidi Zurbriggen, cadrée très large, elle marque le pas et se retrouve finalement 19e, situation difficile pour la sœur de Pirmine, promue infirmière en chef d'une équipe de descente helvétique réduite à sa portion congrue. La faute à ses maudits ligaments du genou, déchirure dont sont victimes, on vous le rappelle, Sylviane Berthaud et Corinne Rebellet. On va passer au ski nordique avec un concours de saut de Coupe du Monde à Kuusamo au Japon. Okabe, un Japonais l'emporte. Le meilleur Suisse n'est que 14e. Il s'agit de Bruno Reuteler. À Davos ont eu lieu les traditionnelles épreuves de Coupe du Monde, les premières du week-end, avec un 10 km tant chez les hommes que chez les femmes, résumé par Bertrand Dubout. Qui pouvait bien s'opposer à Elena Velbe et aux Russes, grande dominatrice de la première épreuve de la saison fin novembre à Kiruna? Si ce n'est l'Italienne Stefania Belmondo qui leur avait d'ailleurs déjà donné du fil à retordre en Suède. Un bel affrontement sur les neiges davosiennes qui au passage a permis à la zurichoise Sylvia Honegger, ici 14e à 1 minute 17 et meilleure Suissesse, d'améliorer nettement sa performance d'il y a 15 jours, ce qui est encourageant. Après 2 km, Elena Velbe allait d'ailleurs confirmer ses bonnes dispositions actuelles, même si elle devait abandonner une petite seconde à sa compatriote Larissa Lazoutina. Meilleur temps au premier pointage. Lazoutina, ici, terminera 5e à 33 secondes. Une 3e russe, Egorova, était à 2 secondes au passage. Belmondo cédait 3 secondes, elle était 4e. Mais l'Italienne allait produire son effort sur la 2e partie et déborder l'armada russe. Ici, au 7e kilomètre, elle a refait son retard. Mieux même, elle passe en tête et désormais, la victoire lui est promise. Une belle victoire que Stefania Belmondo ne laissera pas échapper et qui souligne la belle vitalité du ski de fond italien malgré l'absence de Manuela Di Centa, la lauréate de la dernière Coupe du Monde, blessée. Stefania Belmondo, 2e à Kiruna, prend sa revanche sur Elena Velbe, battue de 6 secondes. 3e, Gavrilyuk, une autre russe à 15 secondes. 4e, Egorova. Il y a 7 russes parmi les 12 premières, ce qui rehausse encore l'exploit de Stefania Belmondo. Côté masculin, Björn Deli, le multiple champion du monde et olympique, était le grand favori en l'absence du Kazakh Smirnov, grippé de l'Italien Fauner. Premier à Kiruna, mais en style libre. Le Norvégien, meilleur temps après 2 km, était d'ailleurs bien parti, mais un coup de théâtre allait tout compromettre. La perte d'un ski, un fartage trop pointu et Deli ne sera que 18e à 59 secondes. Une course à oublier pour celui qui vient d'améliorer le record de Svan avec 31 succès en Coupe du Monde. Pour la victoire, tout se jouera finalement entre Erling Jevne, un autre Norvégien qui passe ici en 3e position au 7e kilomètre à 7 secondes. L'Italien Fulvio Valbusa pointait au 2e rang à 6 secondes au même endroit.
Et le Finlandais Mika Millilä, vice-champion olympique des 50 km à Lillehammer, qui viendra coiffer tout le monde. Deli termine épuisé, il a raté sa course, mais il n'est pas le seul et toute la hiérarchie sera d'ailleurs bouleversée. À l'arrivée, Yevne est deuxième à 13 secondes. Pour 1 seconde, il est passé devant Valbusa. L'Italien ici a bien failli causer la surprise. Mais Mika Millilä n'a pas relâché la pression. Il est allé en progression jusqu'au bout. À 27 ans, le Finlandais signe son premier succès en Coupe du Monde. Côté helvétique, on est au fond du trou par manque de soutien. Wilhelm Hashvanden, le premier Suisse, est 36e à 1 minute 28. C'est inquiétant, mais à qui la faute? On va en finir avec les sports d'hiver, avec des nouvelles de curling, de bonnes nouvelles, puisque la Suisse est devenue championne d'Europe chez les dames et médaille de bronze chez les hommes. En tennis, à la Coupe du Grand Chelem à Munich, la finale opposera Becker, qui a battu Edman en demi-finale, à Ivanisevic, le tenant du titre, qui a battu Kafelnikov en 5-7. En basket, 5 clubs romans à l'œuvre, dont Puy, au Tessin. Au micro, le dunker fou Roger Félix. Des plus de 16 000 concurrents pour la 19e édition de la course de l'escalade. Une épreuve marquée par la domination outrancière de 2 athlètes dans la catégorie élite. Paul Kurt, d'abord le Kenyan qui s'impose en 26 minutes 12 secondes et qui succède à son compatriote Laban Chege, vainqueur en 94 et 95. Kurt devance un autre Kenyan, David Kisang, et le Russe Sergei Gorintsev. Et puis chez les filles, l'histoire d'amour entre Anita Weiermann et la course de l'escalade se poursuit. Après avoir remporté les 2 dernières éditions, la Bernoise s'impose à nouveau devant la Norvégienne Halle Gunhild. Âgée de 19 ans, Anita disputera l'an prochain les championnats du monde d'athlétisme à Athènes. En attendant, elle s'est déjà permise avec Paul Koch de conquérir le cœur des jeunes voix. Vous l'aurez bien compris, ce n'était pas du basket, c'était la course de l'escalade, avec la course élite hommes et femmes, et ce n'était pas Roger Félix au commentaire, c'était Bernard Schöpfer. La course de l'escalade, on en parlera un peu plus demain dans le 7 Sport des 18h25, avec des reportages de Bernard Schöpfer et Christian Fellbaum. On va peut-être maintenant passer au basket, avec Puy qui se rendait au Tessin, et la voix douce et suave de Roger Félix. Puy, ici en rouge, on le sait, avait des ambitions en début de saison. Mais avec un petit pécule en poche, il n'était pas possible pour les Vaudois de mettre sur pied une équipe de vedettes. C'est ainsi que Miodrag Grezovic, l'entraîneur, a dû commencer avec un seul Américain, de Bertoli et des jeunes. Depuis 4 matchs maintenant, un nouvel Américain a rallié les rangs puyérants. Il s'agit de Johnson, qui fait merveille au rebond défensif et dont la tâche est de coordonner les attaques et relancer le jeu. Ce joueur, qui a évolué notamment à Vevey et au Japon, apporte plus de stabilité dans l'équipe, à preuve dernièrement l'exploit contre Montais, le champion en titre. Ce soir, face à Momo Basket, le néo-promu est 4e du classement, qui lui reste sur une victoire d'1 point face à l'autre néo-promu, Genève Basket. Eh bien, Puy s'est fort bien comporté lors des 2 premiers quarts. Mais par la suite, il s'est désuni au point de laisser la victoire s'échapper. Du côté de Momo Basket, une fois de plus, c'est Jim Brewer qui s'est mis en évidence, 42 points ce soir. Résultat final, Momo Basket s'est imposé 105 à 96. C'est là une très mauvaise affaire pour Puy, qui, depuis l'arrivée de son 2e étranger, se prenait à rêver d'une place au-dessus de la barre. Défaite vaudoise donc, il y en a eu une 2e ce soir dans le championnat de Ligue nationale A. On va tout de suite voir les résultats avec Cossonay donc, la 2e défaite vaudoise de la journée qui s'incline face à Versoix, 96-89. On l'a vu, Puy qui s'incline à Momo et puis Montais qui s'incline à domicile contre Fribourg 96-92. Le dernier match, c'est demain, Union Neuchâtel face à Lugano. Au classement, Fribourg Olympique est en tête avec 20 points, Montais 14, Versoix doit être 2e avec 18 points, Montais 3e 14, Momo 14, Cossonay 10, Genève 8, Neuchâtel sous la barre avec 8 points, de même que Lugano, et puis Puy qui ne compte toujours que 4 points. On a joué aussi bien sûr au volleyball avec le championnat de Ligue nationale A. Les résultats, Ambrisville, oui, alors ça, c'est pas tout à fait les résultats de ce soir. Je vais peut-être vous donner les résultats de ce soir. Ambrisville qui a battu Uniberne 3-2. Plateau de Diesse qui s'est incliné face à Gelterkinden 3-0. Iona qui s'incline aussi face à Lutry-Lavaux 3-0. Et puis le Luc face à Chesnois se jouera mercredi prochain, tout simplement parce que Chesnois est allé en Belgique aujourd'hui jouer son match de retour de Coupe d'Europe. Il l'a perdu 3-1 face à Massaïk, le club champion de Belgique. Chesnois est bien évidemment éliminé de cette Coupe des champions. Quelques résultats de football.
En Allemagne, le Bayern est champion d'automne. Ils ont battu Mönchengladbach 1-0. Stuttgart a été battu à 2-0 à Bielefeld, ce qui donne donc le titre de champion d'automne à Bayern. En Espagne, le Real de Madrid, dans le choc au sommet, a battu Barcelone 2-0 sur des buts de Souker et Mijatovic. En Angleterre, Arsenal, le leader, n'a pu faire match nul que 2-2 contre Derby County. Liverpool s'est incliné à Anfield Road face à Sheffield Wednesday 0-1. En France, Auxerre-Bordeaux 2-1. Monaco-Guingamp, match nul 0-0. Et puis une nouvelle aussi concernant la FIFA, le Brésilien João Havelange, 80 ans, a décidé de ne plus se représenter pour un nouveau mandat. Il est président de la FIFA en 1998. Voilà, je crois qu'on arrive un peu au terme de cette première partie d'émission. On va passer au Palexpo pour rejoindre Bernard Jonzier. Au Palexpo, bien sûr, on va assister à une finale palpitante pour l'attribution de ce titre mondial, Bernard. Si vous m'entendez, Bernard. Oui, effectivement, Pascal, nous sommes bien présents ici dans le chaudron de Palexpo. Je n'ai malheureusement absolument rien entendu ce que vous avez dit, mais de toute façon, dans une vingtaine de minutes, eh bien, nous connaîtrons le champion du monde Supercross, millésime 96, puisqu'au terme des 6 premières manches de ce championnat mondial, rien n'est décidé pour ce titre. Alors en principe, cette consécration va se jouer entre Jeff Hemming, leader du classement provisoire, et son compatriote américain Ryan Hawks. Alors que Sébastien Tortelli, le français, va tenter le tout pour le tout, puisque le jeune pilote tricolore ne pense plus vraiment au titre, mais ce soir il veut avant tout faire oublier ces 2 chutes effectuées hier vendredi en finale, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de terminer à la 5e place. Mais ce soir, eh bien, notre ami Tortelli nous a avoué vouloir absolument tout faire pour remporter la victoire, ni plus ni moins. Alors pour commenter avec nous cette 6e des 7 manches du championnat mondial, l'idole, si l'on peut dire, de Palexpo, Philippe Dupasquier, qui hier soir s'est imposé dans le championnat d'Europe des 125. Une bonne performance ce soir, puisqu'au terme des 2 manches, Philippe, vous avez terminé 3e du classement général. Vous êtes satisfait, j'imagine? Oui, je suis très satisfait. Hier soir, ça s'est très bien passé. J'ai pu gagner une manche. Ce soir, j'ai eu un peu plus de problèmes en première manche. J'ai chuté 2 fois. Et en deuxième manche, j'ai pu me rattraper en faisant une excellente deuxième. On peut dire que la mission est remplie. Je pense que la mission est remplie. Je fais 2 fois sur le podium en 2 soirs. C'est très bien. C'est très bien. Et puis vous avez eu un public qui vous a soutenu. C'était tout de même assez incroyable d'entendre ce public scander votre nom durant toute la course. Ah oui, effectivement, c'est très motivant. Ça pousse aux limites et je remercie le public qui était très bien ici. Alors 16 pilotes au départ de cette finale, un départ prévu d'ici 1 minute environ. Il y a là 8 Américains, 6 pilotes français, les pilotes français qui ont réalisé une très bonne performance d'ensemble, un Sud-Africain et en Suisse, tout comme hier soir, Christian Chanton, le pilote sur le roi, qui a réalisé une très bonne performance puisqu'il s'est qualifié directement en demi-finale. Il n'a pas dû passer par les repêchages comme hier soir. Peut-être les noms et les numéros des principaux favoris. Alors avec le numéro 2, Jeff Hemming, qui, je vous le disais, est le leader du championnat mondial avec 95 points. Le numéro 3, Sébastien Tortelli. Le numéro 4, Damon Huffman. Le numéro 7, Michael Pichon, qui a remporté pour ce soir. Puis 9, Ryan Hawks, qui est le 2e de ce championnat du monde avec 82 points, 95 points pour Jeff Hemming. On attend également beaucoup de l'Américain Mike Quagg, qui a remporté la victoire hier soir. Mais attention au départ, c'est dans 5 secondes et c'est parti avec à l'intérieur, on voit Sébastien Tortelli et c'est Mike Quagg qui est le mieux placé devant Jimmy Button. Alors pour l'instant, 2 Américains au commandement, mais un très bon départ de Christian Chanton qui est également bien placé au centre du peloton. Et puis belle remontée de John Dowd, le numéro 14. Il ne faut pas l'oublier avec le numéro 36, Jimmy Button, qui pour l'instant est bien dans le sillage des hommes de tête. Regardez derrière avec le numéro 2, Jeff Hemming. Derrière Mike Quagg. Alors il était à l'aise hier soir, il l'a prouvé à nouveau cet après-midi
avec le meilleur tour. Premier passage pour McQuaig devant Jeff Emig, John Doe, Jimmy Button, Cyril Porte, Sébastien Tortelli, Phil Lawrence, Ryan Hawks. Alors pour l'instant, les choses se présentent très bien pour Jeff Emig. On peut imaginer que le leader du championnat du monde va calquer sa course sur Ryan Hawks qui porte le numéro 9. Regardez derrière avec le numéro 2, eh bien c'est Jeff Emig, le pilote américain au guidon de la Kawasaki. Il a déjà remporté une victoire, c'était lors de la première manche du championnat du monde au Japon à Fukuoka. Et puis à Bercy, des victoires pour Ward, pour Hoffman et pour McGrath. À Tokyo, il y a 15 jours, Greg Albertine. Et puis hier soir, McQuaig. On peut imaginer qu'une nouvelle fois, eh bien, McQuaig va très vite faire la différence dans ses premiers tours, Philippe. Oui, je pense qu'effectivement, McQuaig est très très bien parti. Jeff Emig, quant à lui, est devant le deuxième pilote qui est le plus important pour le championnat. Donc je pense que Jeff Emig va gérer sa course de façon à ne pas se faire dépasser par Ryan Hughes pour conserver son titre de champion. Absolument, des écarts qui sont tout de même déjà importants puisque Jeff Emig possède 2 secondes de retard sur McQuaig. Jimmy Button, le troisième avec le numéro 36, accuse 5 secondes, mais il est à la lutte avec John Doe et Cyril Porte. Alors, gros plan sur le leader, une aisance vraiment déconcertante pour DC Rivo. Regardez ce style de pilotage, il va bloquer sa roue arrière dans le haut du virage, réaccélération, il met sa machine au travers, il réaccélère, un style très pur pour McQuaig. Et puis deuxième, Jeff Emig, toujours poursuivi par Jimmy Button. Et puis regardez derrière cette bagarre incroyable avec John Doe, Sébastien Tortelli et Cyril Porte. Une nouvelle fois, les pilotes français qui roulent très bien, alors que Christian Chanton lui occupe la 13e position. Mais c'est tout de même une belle performance de voir un pilote suisse qualifié sans être passé par les repêchages. Oui, effectivement, c'est une belle performance de Christian Chanton. Surtout qu'il a fait pas mal de courses ce week-end avec le championnat suisse. Et je pense que sa vitesse est bonne. Il l'a prouvé en se qualifiant direct sans passer par les repêchages. Et ça, c'est très bien pour un Suisse. Oui, absolument. Il a le bon rythme. Alors, pour l'instant, un écart qui est stationnaire avec McQuaig qui nous avait vu faire le spectacle. McQuaig, toujours 2 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Jeff Emig. Jeff Emig qui revient et qui a légèrement distancé Jimmy Button. McQuaig, le numéro 15 dans l'image. McQuaig, l'incontestable